Le Bon Coin, c'est une, grosse entreprise avec des domaines et des problématiques métiers, très différentes. Ça va se traduire par des solutions IA différentes. Du coup, pour que tout ça marche, il faut qu'on ait des profils assez polyvalents. Surtout que la partie engineering, on le voit, est de plus en plus importante. La première chose que j'ai fait pour moi, c'était d'identifier, les différentiels de compétences. Ensuite, forcément, il faut mettre, la formation derrière parce que sinon c'est frustrant si on te dit: «Tu sais pas faire ça» et qu'il se passe rien. Le spectre est en fait, quand même très large. Tu as besoin de compétences analytiques, tu as besoin de compétences de modélisation, tu as besoin, de compétences engineering, des compétences sur la partie déploiement et là, peut-être les auditeurs se disent: «Mais c'est beaucoup» et ils ont raison, en fait, c'est beaucoup. Aujourd'hui, je reçois Elisa qui est AI and ML Engineering Manager chez Le Bon Coin, le fleuron de la tech française qu'on n'a pas besoin de présenter. Elisa va nous parler de son plus gros challenge de ces dernières années, à savoir passer d'une approche data science à une approche machine learning engineering ou ML engineering pour les initiés. Hello Elisa, ça va? Super et toi? Super. Écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Vous souhaitez mettre en place Databricks? J'ai reçu Frédéric Forest sur le podcast, un expert de la solution. Il est venu nous faire une masterclass dans l'épisode 167. Dans quel contexte on met en place Databricks? À quoi ressemble une stack avec Databricks? Quels sont les avantages et les inconvénients de la solution? Tout y passe. Je vous mets le lien en description. Si vous souhaitez contacter Frédéric et vous faire accompagner sur des projets Databricks, je vous mets également son contact en description. Un immense merci à Datatory de sponsoriser DataGen. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Le Bon Coin pour commencer, s'il te plaît? Bien sûr, alors Le Bon Coin, je pense que tout le monde connaît. En tout cas, on a beaucoup, beaucoup d'utilisateurs. Il faut savoir aussi que c'est une application qui permet de faire des choses très variées. Donc on peut trouver son super meuble, on peut, trouver un appart, on peut trouver une voiture. Donc on a beaucoup de domaines, différents. C'est aussi une grosse entreprise. Moi, je ne m'en rendais pas compte avant de la rejoindre. Il y a 1 500 personnes, plus de 700 personnes dans la tech, ce qui fait qu'on est plus de 60 engineering managers, par exemple, avec, 60, équipes et l'autre, chose qui est intéressante côté product and tech, c'est qu'on a vraiment un binôme, produit et tech. C'est-à-dire que moi, dans mon équipe, je la gère avec une product owner. Oui, parce que ce que tu m'avais expliqué, c'est que ouais, c'est incroyable, déjà 700 personnes côté tech et ces personnes sont réparties dans ce qu'on appelle des feature teams, donc c'est des squads pluridisciplinaires qui vont varier en fonction de leurs objectifs. Tu en as, voilà, sur tous les sujets tech, en fait. Ouais. Toi, ça va être des sujets, AI et ML et donc l'engineering manager, c'est le manager tech de cette équipe, quoi. Tout à fait. L'autre chose qui est intéressante, c'est par exemple côté data, en tout cas data science, on est plutôt sur un modèle hybride. C'est-à-dire que moi, je gère l'équipe, data science centrale. Donc on est 8, 9 machine learning engineers qui vont travailler pour des équipes qui n'ont pas de data scientist ou de machine learning, engineer dans leur équipe et du coup, ça peut être des équipes, product and tech. Par exemple, on a fait un modèle d'estimation immobilière ou ça peut être également, des sujets, plus pour des équipes support. Donc par exemple, le service client, on fait beaucoup de choses avec le service client et également, la fraude, parce que malheureusement dans toute, industrie, où, on vend des choses entre particuliers, il y a toujours, des risques de fraude et c'est quelque chose qu'on prend, très à cœur. OK, ouais, donc Voilà, très varié. On très reviendra varié. sur, les projets peut-être un peu plus spécifiquement par la suite, mais dans un premier temps, je suis curieux que tu nous dises comment toi tu t'es retrouvé, AI and ML Engineering Manager chez Le Bon Coin? Alors déjà, je dirais que c'est un peu verbeux comme titre. Je pense que c'est moi qui ai mis AI, quand ça commençait à être la mode. Avant, j'avais juste mis Data Science Manager et c'était déjà très bien. Le titre d'Engineering Manager, par contre, je l'ai depuis longtemps chez Le Bon Coin. Donc pour répondre à ta question, moi j'ai commencé, chez Deezer en tant que data scientist. J'ai pas mal évolué dans la boîte puisque j'y suis restée 7 ans et quand je suis, partie, j'étais responsable de l'équipe data science. Et au bout de 7 ans, j'avais envie de voir autre chose. J'ai toujours été intéressée par les entreprises qui, font des produits que je vais moi-même utiliser et donc quand Le Bon Coin m'a contactée, j'ai pas trop réfléchi, j'y suis allée. Ce qui m'intéressait, c'était encore une plus grosse équipe, c'était d'autres domaines particuliers. C'était pas la musique quoi, c'était plutôt, le côté commerce, donc c'était quelque chose de nouveau pour moi et aussi, c'était une équipe qui avait beaucoup de modèles en production tous utilisés, hein, moi j'ai pu le connaître, les de faire des modèles pour des équipes qui après, ne l'utilisent pas. Ça a pu être frustrant dans ma carrière et là, en fait, on a tellement de modèles qu'on peut pas se permettre ça. Donc dès qu'il y a un modèle, on sait plus trop s'il est utilisé, paf, il est archivé sur GitHub et bye bye quoi. On le revoit plus.
Bah écoute, aujourd'hui, on va parler de ton plus gros challenge que j'ai introduit au départ. Donc, passer d'une approche data science à une approche machine learning engineering. Tu peux nous en dire un peu plus sur le contexte de ce challenge? Le Bon Coin, c'est une, grosse entreprise avec des domaines et des problématiques métiers, très différentes, comme je l'ai introduit au départ. Et du coup, ces problématiques métiers, différentes, elles vont demander des besoins à des techniques machine learning différentes. Aussi, en tant qu'équipe centrale, on travaille avec beaucoup d'équipes différentes qui n'ont pas de data scientist et donc on doit être agile. On doit mettre les bonnes personnes, le bon nombre de personnes en face des plus grosses priorités de l'entreprise. Donc ça demande beaucoup d'agilité. Je l'ai dit également, on a différents domaines métiers et ça va se traduire par des solutions IA différentes. Par exemple, parfois, tu vas faire de la classif, tout simple. Tu peux faire du NLP, tu peux faire du time series. Il y a aussi la manière dont tu vas servir tes prédictions. Donc, parfois, tu as besoin de faire une prédiction en batch, par exemple, pour une campagne CRM. Et ça, c'est pas du tout la même problématique engineering que servir une prédiction en temps réel via une API. Potentiellement, tu peux faire du réentraînement automatique. Donc, je pense que tu me vois venir, il y a quand même besoin d'un large spectre de compétences. Donc je t'ai dit agilité, large spectre de compétences. Du coup, bah, pour que tout ça marche, il faut qu'on ait des profils assez polyvalents. Surtout que la partie engineering, on le voit, est de plus en plus importante. Par exemple, sur la generative AI, pour un use case, pour on fait un chatbot interne, bah, en fait, ce qui va être demandé, c'est d'appeler cette API, travailler sur le prompt. On va faire du RAG, donc il faut se réfléchir sur la meilleure vector database. Puis ce chatbot, il va être servi, via une application, donc il faut pareil la maintenir, la déployer. Donc c'est très, très, très technique. Mon gros enjeu aussi également, c'est que cette équipe, elle était très diverse. Donc c'est hyper, riche et pour plein de choses, c'est hyper intéressant. Mais, il y avait, des, disparités de compétences, notamment sur la partie engineering, avec certaines personnes qui venaient du développement logiciel, donc, qui étaient bien capées sur, cette partie-là. D'autres qui venaient plus de la recherche, donc qui avaient une très bonne compétence sur la partie maths, mais qui avaient peut-être plus l'habitude de coder en notebook et donc, pour eux, aller servir une API en temps réel, bah, c'était un peu une grosse marche, quoi. Donc il a fallu réfléchir avec eux à comment on les amène à ça. Super intéressant. Qu'est-ce que tu as mis en place pour faire face à ce challenge? Alors j'ai mis en place plusieurs choses. La première chose que j'ai fait pour moi, c'était d'identifier, les différentiels de compétences. Donc ça, c'est des discussions que j'ai pu avoir avec chacun. Ensuite, bah, forcément, il faut mettre, la formation derrière parce que sinon c'est frustrant si on te dit: «Tu sais pas faire ça» et qu'il se passe rien. Donc on a mis en place des formations. Ce qu'on a fait, c'est que souvent on a utilisé, un peu de ce qui est fait en externe. Par exemple, des Coursera. Tu as des Coursera qui sont super bien faits et c'est dommage de s'en priver. Et derrière, on a mis des surcouches un petit peu, maison. Donc on va, par exemple, sur la Gen AI expliquer, comment utiliser avec notre propre stack, pour pouvoir le faire en local, mettre en place des workshops. Donc ça, on a beaucoup de gens, assez experts dans ces métiers qui, se sont chargés de faire ces formations. On avait fait la même chose côté Airflow, bien plus tôt. Donc on a cette partie formation et pour moi, le 3e, chose qu'il faut avoir, c'est aussi mettre en lumière ce qu'il y a besoin pour chaque projet. Par exemple, si, il y a certaines, projets qui vont demander des compétences, temps réel et ça, il faut que ça soit clair pour tout le monde et pourquoi c'est important? C'est qu'il faut engager l'équipe. Ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, j'avais des gens qui avaient beaucoup d'expérience en data science et sur la partie engineering, ils se sont retrouvés un peu plus juniors et peut-être que la partie engineering, c'est jamais ça qui les faisait kiffer, quoi. Donc pour les amener à être engagés là-dessus, il faut un peu leur expliquer: «OK, bah, moi j'aime bien envie de te mettre sur d'autres projets, mais en fait, pour que je te mette sur d'autres projets, ma problématique, c'est, qu'il faut que tu montes en compétence là-dessus» et ça, pour moi, ça a été hyper clé pour vraiment engager l'équipe parce que, bah, j'avais besoin d'eux pour qu'ils pour qu'ils se forment et qu'ils soient partie, prenante de ça, quoi. Ouais et puis parfois, c'est vrai que si tu as déjà, je sais pas moi, plus de 10 ans d'expérience potentiellement, comme tu dis, sur certains aspects de ton métier, te retrouver à un niveau junior alors que tu es quand même un profil très expert, ça peut être frustrant. Parfois, il faut trouver la bonne porte pour, communiquer, Exactement. la motivation et repartir de l'impact, du besoin de l'entreprise, ça paraît être, un bon angle, ouais. Je t'avoue que ça a pas mal marché, je peux le dire. Maintenant, on a aussi mis en place de l'accompagnement via du mentoring. En fait, on a un système de guildes, donc c'est une communauté of practice, au sein du Bon Coin qui va rassembler les data scientists qui sont dans les différentes équipes et du coup, on a avec le lead de cette guilde,
travailler sur un programme de mentoring pour aider les personnes à développer certaines compétences, dont des compétences engineering. Et la dernière chose, mais que tout le monde connaît, mais je suis, assez, convaincue par ça, c'est le peer coding. Faire du peer coding, avec 2 personnes, ça permet d'unifier les pratiques, mais pas que. C'est aussi, hyper intéressant pour, des profils plus juniors, surtout sur des profils qui ont pas trop confiance en eux. Au début, tu peux faire avec eux et puis après, peut-être que tu peux les «obliger» entre guillemets à prendre le clavier et que ça soit plus, le senior qui va lui donner des conseils. Oui, le senior où tu fais un binôme justement sur un profil qui était peut-être issu d'un background data science, un peu Exactement. plus orienté exploration, et le mettre avec un profil justement qui lui a déjà le bagage, engineering et les faire travailler ensemble, quoi. Et d'ailleurs les 2 peuvent aussi, en Apprendre. tirer, ouais, en Bah, moi, mais des gens, qui étaient assez, seniors, bah, en fait, me disent souvent qu'ils ont beaucoup, appris aussi, avec le peer coding ou le mentoring. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois des choses que tu fais et tu sais plus trop pourquoi tu les fais et quelqu'un va te poser une question et tu te dis: «Mais merde, c'est vrai, pourquoi je fais ça?» Et du coup, ça t'interroge sur tes pratiques et je suis assez convaincue, que tu peux grave en retirer. Donc là, je j'ai parlé un peu d'une mise en place un peu à titre individuel, mais pour nous, ce qui a été aussi hyper important, c'est la partie collective. Donc, j'ai parlé de disparité de compétences, en fait, avec l'équipe et ça, pour moi, ça marche parce qu'il y avait quand même un climat assez bienveillant. On a travaillé sur une matrice de compétences ensemble. J'ai demandé à l'équipe: «Pour vous, pour que l'équipe, elle tourne bien, il nous faut quoi pour comme compétences?» Donc ça, tu vas avoir, autant de compétences que de colonnes, quoi et ensuite, chacun va se placer avec, différents niveaux. Donc tu peux dire, «Franchement, j'y connais rien, je connais un peu, j'ai besoin de guidance, mais je pense que si quelqu'un m'aide, je peux y aller. Sur des tâches simples, je suis en autonomie, mais peut-être sur une tâche compliquée, j'ai besoin d'aide et puis je suis expert». Et ça, tu peux mettre autant de level que ce qui te semble pertinent et du coup, ça a été hyper utile parce que ça nous a aussi permis d'avoir une réflexion sur notre recrutement. Quand on a eu des postes ouverts, bah, on s'est posé la question de: «Ouais, OK, dans quelle colonne on est un peu en rade?» là, on a vraiment des trous. Ouais, on Parce a qu'en des plus, je suppose que vous êtes repartis aussi de ce que vous aviez fait, ce que tu as évoqué dans la première partie, mais des besoins sur les projets en cours, quoi. exactement. En fait, tu repars de là et c'est vrai que si tu vois, je sais pas, des projets qui arrivent sur la feuille de route et après tu as ta matrice en face et tu as un gros trou et où tu as pas du tout la bande passante, des profils qui sont capables de le faire et cetera. Effectivement, tout de suite, ça devient après un enjeu de ressources humaines, quoi. Ouais et bah, exactement et du coup, à la fois côté individuel, ça peut être intéressant parce que si c'est une compétence qui revient souvent dans les projets, que toi tu es un peu, débutant, bah, ça peut aussi te donner, l'impulsion pour avoir envie de progresser. Ça peut aussi complètement marcher sur la partie recrutement et vraiment le fait de l'avoir fait en collectif, je pense que ça a beaucoup aidé. Parce qu'au début, je suis arrivée avec mes grands chevaux, je suis arrivée, je pouvais ouvrir un poste. Je dis: Je vais recruter un mail engineer» et quelquefois, il y a certaines personnes qui étaient là: «Oui, mais on parle que de l'engineering, mais la partie data science, c'est important, c'est compliqué», et c'est vrai, en fait, ils avaient tout à fait raison et je pense que ça a juste permis de dire: «Bah, en fait, là, on recrute plutôt et on insiste plutôt sur cette partie-là parce qu'on a un manque» et ça veut pas dire que le reste est pas important et je pense que ça a pas mal permis de légitimer tout ça. Bah, c'est surtout, je pense, pour des profils qui sont très analytiques, le fait d'avoir une méthodologie bien claire. On est parti des projets, on a créé la grille sur cette base, on a montré là où on était aujourd'hui en tant qu'équipe présent au sein de cette grille et là où il y avait des trous. Et donc, voilà où on doit mettre le poids du corps demain sur un, le recrutement éventuellement, ou deux, la formation. En fait, ça te permet vraiment de Carrément. argumenter finalement la stratégie de l'équipe, quoi. Ouais, bah, tout à fait. Une autre chose collective qu'on a mis en place, c'est le mob. Le mob programming, donc ça vient du développement logiciel, c'est pas trop connu en data, pour être Je parfaitement connais honnête. pas, tu peux rappeler ce que c'est? Alors, en fait, c'est un peu comme du peer coding, mais tu vas le faire à plus. Donc pour moi, je dirais qu'un mob, c'est à partir de 3 et tu peux le faire à X personnes. Donc moi, parfois, ils font des mobs, à 8 et donc après, tu as plusieurs techniques de mob. Tu en as un qui tape, enfin, par exemple, Code, qui OK. code et les autres, soit ils ont le droit d'intervenir, soit ils ont pas le droit d'intervenir et ça dépend de type de mob. Enfin, tu vois, c'est comme, tu as différents formats de rétro, tu as différents formats de mob et ça, c'est un outil que l'équipe utilise, d'ailleurs, qui vient d'eux. C'est, 2 personnes de mon équipe qui l'ont mis en place. Un qui venait, du développement logiciel, donc il a ramené ça avec lui et une qui était hyper intéressée par le sujet et c'est eux qui ont monté les premiers mobs. Maintenant le mob a son propre backlog et c'est l'équipe qui vote. Moi je qu'il y a des fois je leur fais des petites suggestions, mais en fait, c'est eux qui votent et souvent, enfin moi j'ai rien à redire sur ce qu'ils font, à cette partie-là.
Les engagements sur le Bob, ils sont mis d'accord, à minimum un par mois, 2 par mois idéalement et par exemple, grâce à ça, on a, du monitoring sur tous nos API et ça, ils l'ont fait ensemble, ce qui fait que là, s'il y a une nouvelle API, s'il y a besoin on utilise Datadog. S'il y a besoin de modifier une alerte sur Datadog, on utilise Terraform pour ce monitoring, ce qui est un langage assez technique et qui est pas forcément, de prime abord quelque chose de connu pour les data scientists et du coup, grâce à ce mob, bah, chacun est libre de d'au moins faire des modifications, de copier, coller ça sur un autre projet. Donc il y a vraiment la compréhension de ce qui est derrière. Bah, par rapport aux objectifs, ouais, que tu évoquais, de toute façon, d'harmoniser au maximum les pratiques au sein de l'équipe. Là, c'est une manière de vraiment, tu prends un projet, on l'a codé tous ensemble. En fait, j'avais pas compris que c'était carrément, entre guillemets, «un vrai projet». Donc tu me diras, ça paraît évident maintenant. En fait, c'est vraiment quelque chose du backlog, utile pour votre équipe que vous codez ensemble sur quelques sessions. Donc peut-être pas des trop gros projets parce que ça permet d'aller au Ouais. bout ou sinon vous faites qu'un morceau, je sais pas. Ouais, c'est un petit morceau et c'est souvent des choses assez techniques, du monitoring et cetera. Ça peut être sur des tests et en fait, ça nous aide à faire de la formation parce que, ceux qui sont hyper demandeurs, c'est aussi, ceux qui connaissent moins et quelquefois, ils vont dire: «Bah, ouais, je suis un peu perdu avec Kubernetes» et du coup, tu vas avoir un mob qui est plutôt sur cette partie-là et du coup, ça nous permet d'avancer sur nos bonnes pratiques et aussi de réduire notre dette technique parce que, qui dit, personne qui travaille des notebooks, c'est-à-dire qu'on a certains notebooks en production. J'en suis pas forcément fière et on essaye de se débarrasser de cette dette technique, mais ça, c'est vraiment une manière pour nous, d'y arriver parce que voilà, c'est pas ju quand tu passes de développer dans le notebook à faire vraiment du code packagé, c'est pas juste apprendre un nouveau langage, hein, c'est vraiment, changer ta manière de travailler. Avant qu'on passe à la suite, il y avait un dernier point, une Ouais. dernière initiative dont tu voulais parler? Ouais, c'est, le Watcher, ça s'appelle comme ça le Watcher. J'ai un mec de mon équipe qui vient d'arriver, qui vient de Decat et qui m'a dit qu'ils appelaient ça le Run Lover. Je trouve ce Run Lover assez sympa aussi. Donc qu'est-ce que c'est derrière? Moi, C'est attends, je crois que c'était chez Lydia, j'ai pas envie de dire de bêtises, avec Christelle, je sais pas si tu connais, qui était head of data chez eux. Eux, ils appelaient ça le Dyson. Je trouvais ça très marrant aussi. j'adore, j'adore et du coup, bah, pour ceux qui n'auraient pas deviné, c'est vraiment comment, tu gères ta prod et quand je suis arrivée dans l'équipe, en fait, c'était chaque, owner de projet qui gérait un peu, sa prod. Sauf que ça posait plein de problèmes. Déjà, on avait genre, 25 projets, on a 8 personnes, donc bah, ça marche pas complètement. Plus quelqu'un était ancien, plus, possiblement il avait le projet à gérer, donc c'était pas non plus très équitable et en plus, on avait des projets, par exemple, qui avaient été, développés il y a 2 3 ans. La personne était partie, il y avait pas de besoin de retravailler dessus, donc en fait, c'était des projets un peu, orphelins. Et pourtant, s'il casse, faut quand même que quelqu'un s'en occupe. Donc, l'idée du watcher, c'était vraiment d'avoir quelqu'un qui va gérer la prod. Au début, je leur ai proposé une semaine. Ils m'ont fait, leur drama. Ils m'ont dit: «Non» un jour. Négociation, je dois dire maintenant qu'ils sont repassés à une semaine. C'est une petite victoire pour moi, mais c'était intéressant. Bah, là, c'est un cheminement d'équipe et au début, on est passé à un jour, ensuite c'est une semaine et ça permet aussi faire de la montée en compétences engineering parce qu'il y a des gens qui vont se retrouver, qui vont pas être capables de débugger le projet. C'est pas grave, ils vont demander de l'aide à quelqu'un d'autre et ça permet aussi, de faire de l'uniformisation, de compétences. Peut-être que toi, Robin, ou d'autres personnes qui nous écoutent seraient étonnés que je parle pas du tout de la partie tooling, parce que c'est vrai que la partie tooling, ça peut grave être utile pour aller plus vite dans tes projets engineering. Je dis pas que c'est pas important, je pense que ça l'est carrément. Par contre, le travers que j'ai pu voir quand on met trop ça en avant, c'est qu'on oublie justement la partie formation. Parce qu'on va se dire: «Ouais, en fait, c'est hyper facile pour un data scientist de mettre un modèle en prod parce qu'on a mis en place un template de déploiement et que du coup, bah, en fait, il a pas besoin de comprendre ce qui est derrière». Et souvent, c'est ça qui se passe. En fait, ils comprennent pas forcément ce qui se passe derrière, ce qui se joue derrière. Et du coup, dès que tu veux faire une pipeline un peu différente, ton data scientist, il est bloqué. Ça résout pas non plus tes questions de bonne pratique et du coup de maintenabilité de ton code. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai pas mis en avant. C'est pas parce que, ce n'est pas du tout une solution, c'est que pour moi, il faut pas, l'ériger en solution parfaite, tout en négligeant le reste. OK. Peut-être que justement ça on va voir si on y répond un peu partiellement dans ma prochaine question et sinon, bah, je me dis que ça pourra faire l'objet d'un épisode dédié peut-être avec, un ou une membre de ton équipe qui s'est occupé en particulier des sujets de tooling et du coup, tu as évoqué, tout à l'heure, cette fameuse matrice, en fait, un peu la grille avec toutes les compétences que vous avez identifiées en équipe
finalement, qui étaient nécessaires un peu donc à ce nouveau profil. Si on imagine que maintenant ce sont tous, les mêmes, qui sont tous la même cible, même si c'est pas aussi simple que ça, mais du machine learning engineer. Tu peux nous dire un petit peu ce qu'il y a, sur cette grille? Parce que, du coup, moi, je me dis que finalement, quelqu'un qui cocherait toutes les cases de cette grille serait vraiment le mouton à 10 pattes, le machine learning engineer, voilà, qui coche toutes les cases. Même si je suppose que l'objectif, c'est pas forcément d'avoir que des gens comme ça dans l'équipe, c'est plutôt d'être un peu partout, Que quoi. des licornes, que des licornes dans mon équipe, pas que des numéros 10. Du coup, le spectre est en fait, quand même très large. C'est-à-dire que, on a une PO, donc elle va beaucoup aider sur la partie cadrage, mais en fait, avoir des compétences business, bah, c'est hyper intéressant pour être en autonomie, pour itérer sur un projet, par exemple, sur un modèle. Tu as besoin de compétences analytiques, tu as besoin de compétences de modélisation, tu as besoin, de compétences engineering, on va dire de coding practice. Tu vas avoir besoin d'avoir des compétences sur la partie déploiement. J'ai parlé de monitoring, de testing et là, peut-être les auditeurs se disent: «Mais c'est beaucoup» et ils ont raison, en fait, c'est beaucoup. Peut-être que j'ai parlé de beaucoup d'uniformisation, des compétences et du coup, on peut s'imaginer une armée de clones qui fait tous la même chose. En fait, il y a une espèce de raffinement dans les compétences. Donc, par exemple, je prends Datadog, c'est différent de savoir, créer une métrique sur Datadog et utiliser des choses existantes pour, faire une alerte ou un dashboard. Donc c'est pas le même niveau de compétence et du coup, je dirais que les compétences, elles sont très larges, mais après peut-être les exigences, elles vont être différentes en fonction du profil et de la seniorité. Donc par exemple, je vais peut-être demander un niveau minimum un peu partout, mais par contre, ensuite, tu vas avoir une coloration par type de profil. Tu vas y avoir des gens qui vont être plus intéressés par la partie ops et c'est très bien. Mais sur les compétences qui vont être, nécessaires de manière très fréquente et sur beaucoup de projets, c'est intéressant pour moi quand même d'avoir, une équipe qui sait faire, beaucoup de choses différentes, même si elle peut peut-être pas aller en profondeur, partout. Et un aspect aussi dont on avait parlé, que j'avais trouvé très intéressant, c'est que tu m'avais dit dans la construction de cette grille, tu avais aussi mené une étude un peu des dépendances que ton équipe avait vis-à-vis d'autres équipes, notamment l'équipe Data Platform qui est entre guillemets encore plus technique et qui vous supporte sur plein d'aspects, justement pour aller bah, un peu définir où vous passez le ballon. Curieux que tu nous parles un peu de ça. En fait, en quand je suis arrivée, l'équipe data platform, donc c'est composé de data engineers très très seniors, très sympas d'ailleurs et du coup, on est très, très dépendants d'eux et ça posait des questions de goulot d'étranglement. Donc tu as tout à fait raison, j'ai fait ce travail, toute seule avec mon équipe, avec l'équipe data platform, de lister un peu toutes ces dépendances. Et ensuite, pour chaque dépendance, souvent quand il y avait une compétence, je me suis posé une question de: «Est-ce que cette compétence, c'était un must?» Par exemple, est-ce que cette compétence, elle est critique? Est-ce que cette compétence, elle est nécessaire de manière fréquente? Est-ce que cette compétence, elle fait partie du scope d'un data scientist? Par exemple, pour faire de l'ingestion, sur le feature store en temps réel, on a besoin du Java. Je me disais: «Bon là, il faut peut-être pas exagérer». Donc il a fallu trouver cette frontière. Mais ce qui est intéressant, tu vois, c'est que la frontière, elle bouge. C'est-à-dire que là, je te dis: «Bah, on peut pas faire de la les des features en temps réel sur le feature store parce que ça demande du Java et du coup, je vais pas demander à mon équipe d'aller sur ce terrain-là». Là, l'équipe data platform, elle est en train de réfléchir à utiliser un autre, paradigme qui utilise Flint et qui est, plus, Python, compatible. Bah, avec l'équipe, on s'est dit: «Bah, chouette, c'est peut-être une bonne nouvelle». C'est-à-dire que là, on va peut-être être plus, indépendants sur la création de features et ce qui, pour l'instant, est une ligne rouge, peut bouger parce que, le tooling, évolue. Mais vraiment, c'est de me poser cette question-là de je pense, de criticité et de fréquence qui est important pour définir un peu mes must-have. Super intéressant. Et du coup, tu as d'autres illustrations, d'éléments qui ont été particulièrement structurants, où là, ça a été compliqué? Ça va être quoi quelques exemples de montée en compétences, Ça peut être plusieurs choses, à l'époque, il y avait les data scientists qui faisaient les modèles et ce que tu vas retrouver dans pas mal d'entreprises, tu avais les data eng qui, géraient l'API et du coup, bah, ça a été de reprendre cette ownership sur les API. Sauf que reprendre une ownership sur une API existante, c'est pas toujours facile et c'est là où parfois ça a pu pêcher. C'est-à-dire que, quelquefois, tu as besoin de retravailler sur une API et franchement, c'est pas la plus simple. Du coup, soit tu mets quelqu'un qui s'y connaît, grave en API, soit tu vas prendre, le choix de mettre quelqu'un qui est un peu plus, junior sur ce sujet et qui va monter en compétences et dans ces cas-là, on s'est pas mal appuyé à la fois sur,
des gens, dans mon équipe qui avaient envie de transmettre ces compétences et aussi, des équipes, côté, data platform. Et ça fait le lien, effectivement, tu as parlé plusieurs fois de Datadog et donc c'est vrai qu'en fait, la marche, c'est surtout, tout ce qui va être, observabilité finalement et monitoring et c'est vrai que parfois dit comme ça peut paraître a assez, simple, mais en fait, c'est un gros morceau et qui historiquement était plutôt, dans le on va dire la caisse à outils des software engineers, enfin des profils les plus techniques de la data, mais qui pour les raisons dont on parle depuis le départ, commence à être attendu, parfois dans la caisse à outils des profils data également. Il y a observabilité, je dirais, il y a aussi déploiement. Il y a certaines personnes dans mon équipe, il y a 2 ans, ils faisaient pas de Docker du tout, tu vois? Et maintenant, tout le monde sait en faire à peu près. Alors je dis pas, peut-être que parfois sur des images Docker, il y en a où ils vont être, en plus réutiliser des choses existantes et ils vont savoir un peu la modifier et comprendre un peu ce qui est derrière. Mais s'il y a une grosse complexité, ils vont lever la main, mais c'est pas grave, en fait. C'est pas grave parce que déjà, il y a cette connaissance. Il y a aussi tout sur la partie CI/CD. Toutes les entreprises, toutes les équipes ont envie d'itérer plus vite. Bah, une manière d'itérer plus vite, c'est d'être plus carré sur ton testing et une manière aussi, de gérer ton testing, c'est potentiellement de l'intégrer à ce niveau-là. Donc, bah, ça aussi, ça commence à être des sujets super, loin dans la partie software engineering. Du coup, peut-être qu'on peut se dire qu'il y a une partie de l'équipe qui va, mettre en place le cadre de ce testing et après tu as d'autres personnes qui vont rajouter du testing. Mmh. Donc tu vois, Oui, tu en as qui aiment plutôt les coachs, qui vont leader les ouais, c'est ça. initiatives et les autres vont, du coup, être accompagnés, supportés, mais ils doivent vont do quand même devoir contribuer, être Ouais, autonomes sur une certaine partie de la chaîne, exactement. lors de leur projet, quoi. Mais peut-être que le cadre de base, bah, ça va être mis en place par, un nombre limité de personnes et encore une fois, je pense que c'est pas grave. Quelle a été ta plus grosse difficulté dans le cadre de ce challenge? Je pense, bah, la conduite du changement, on l'a pas mal, expliqué, il faut une certaine, adaptabilité de l'équipe et sur les projets, tu vois, par exemple, tu as des projets qui vont être trop critiques pour que tu te permettes d'inclure la montée en compétences de quelqu'un dedans. Parce que je sais pas, tu as juste une roadmap très serrée et une grosse attente et si tu mets cette personne, tu vas même pas lui faire justice, potentiellement tu vas la faire stresser et ça, c'est pas une chose que tu veux en tant que manager. Donc il va falloir trouver, le bon projet et la bonne personne à chaque fois et du coup, ça fait C'est un pas mal de puzzle, en fait. c'est franchement un puzzle, en fait. Tu essaies, je sais pas si vous voyez le mème là avec la meuf qui a plein de triangles dans la tête là, enfin, je sais pas si vous voyez? Bah, quelquefois, c'est ça quand on définit la roadmap avec ma PO parce que justement, on est pas mal dans ces réflexions-là. Ce qui va de pair, c'est la gestion du temps, que ça prend du temps pour l'équipe, donc il faut les motiver, leur dire: «Bah, c'est normal que ça prend du temps» et moi, j'ai beaucoup de chance, que ma product owner, elle ait été très, engagée sur ce sujet, qu'elle était très compréhensive parce que, ça peut expliquer que parfois ton projet va mettre un peu plus de temps parce que tu inclus la montée en compétences. Peut-être c'est un investissement à court terme où tu acceptes peut-être de push back un peu Exactement. sur certains éléments de la feuille de route, de monter au créneau sur les stakeholders en disant: «Bah, là, dans un souci aussi de formation de l'équipe, peut-être qu'on va prendre un mois de plus» et cetera. Mais pour en fait, sur le long terme, être beaucoup plus, scalable et plus Exactement. productif, sur le delivery des projets, de IA de manière générale, quoi. C'est ça et donc du coup, bah, tu as besoin d'embarquer tout le monde donc à la fois l'équipe, à la fois ton management, ta PO pour cette vision long terme et ce qu'on a pas mal dit avec mon équipe, c'est la notion de prochaine marche, tu vois? Il faut trouver la prochaine bonne marche parce que si la marche, elle est trop haute, tu vas casser la gueule dans l'escalier et ça va être traumatisant. La personne va se dire: «Je vais jamais y arriver» et cetera. Si c'est une petite marche, bah, ça va trop lentement et du coup, c'est pas si facile, quoi donc je trouvais que cette métaphore, elle est pas mal, ouais. Quelles sont les prochaines étapes pour, ton équipe chez Leboncoin? Et je pense que c'est raffiner sur cette matrice de compétences. Je pense qu'on peut la compléter, aller plus loin. Peut-être sur certaines compétences, on va se rendre compte qu'elles sont pas si critiques et du coup, c'est moins important de mettre l'effort à ce niveau-là. Il faut aussi savoir que les évolutions et je pense que ça, tout le monde en est conscient, les évolutions en data et en IA, elles sont énormes et donc il va y avoir un aspect un peu FOMO pour l'équipe. Donc si tu mets, vraiment énormément que le focus sur la partie engineering, ils vont se sentir complètement, lésés pour notamment les plus juniors sur la partie de Gen AI. Donc il faut, un peu réussir à jongler avec les 2 et puis, continuer à aller plus loin sur la partie bonne pratique. Je pense que là où il y a peut-être encore du chemin à faire, mais, quand j'en discute avec d'autres profils data, ça reste compliqué, c'est la notion de ROI qu'on a peut-être envie, d'avoir aussi avec ma PO. Comment tu mesures la productivité? Donc, si tu gères automatiquement la gestion d'un ticket du service client, bon ça tu peux arriver à mettre, un ROI derrière, mais sur, un chatbot interne qui va te permettre plus facilement de trouver l'information, si tu as des idées, je prends. Moi, j'ai fait du conseil, donc j'ai été pas mal, de fois confronté à ce type d'exercice. En général, tu sais, tu vas essayer de calculer du temps.
gagner et de remettre ça en face. Mais du coup, tu es sur une économie de temps et donc peut-être aussi, de potentiels projets que tu pourrais faire en plus avec ce temps libéré. Mais c'est vrai que tu es souvent sur des analyses un peu bancales. Après, c'est intéressant peut-être de le faire une fois, de tirer un peu des conclusions. Je pense que en revanche, le fait de le faire, sur chaque projet, quand tu es sur des analyses, qui peuvent être un peu comme ça, un peu tirées par les cheveux, je sais pas dans quelle mesure, c'est voilà, c'est indispensable, quoi. Non, c'est vrai et surtout sur le chatbot interne, ma PO a pas mal travaillé avec des user researchers pour, définir une notion de productivité, mais c'est du déclaratif. Il y a mon petit côté, qui a fait la data analyst et des dashboards qui a envie de mettre un petit compteur et c'est pas si simple que ça. J'ai ce cheval de bataille, je l'ai pas oublié, mais, j'aime bien toujours me trouver un nouveau challenge et là, c'est la partie testing. C'est assez intéressant, j'ai un mec de mon équipe qui a fait une formation Opto, qui s'est très bien passé et il nous a dit: «Ouais, en monitoring, franchement, maintenant, on est pas mal». Par contre, il a dit: «Ouais, en testing, bon, peut-être des petites améliorations à faire» et donc là, c'est un peu notre, nouveau sujet, on parlait, d'itération plus rapide. Je pense que le testing, c'est un peu le nerf de la guerre, notamment sur ce sujet de chatbot interne. On a eu l'aide d'un prestat qui vient aussi du développement logiciel et qui est, hyper, promoteur de cette partie testing et du coup, via du mob évidemment, mais via d'autres, manières, on essaye d'améliorer cette partie-là. Je te donne un exemple, on va ingérer, notre base Confluence dans notre chatbot interne. Il y a plusieurs manières de faire du RAG. On peut tester différentes manières de faire du chunk et cetera. On peut définir, peut modifier pas mal de choses, le prompt et du coup, on veut savoir, c'est quoi la meilleure manière de le faire. Mmh. Et du coup, avoir un testing, plus automatisé, ça pourrait nous permettre d'itérer beaucoup plus vite. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait, pousser et la dernière chose, c'est la notion d'architecture qu'on va encore plus retrouver sur la partie GenAI. Je sais, qu'il y a eu un super épisode avec Malte là-dessus sur, les assistants spécialisés et comment faire, une archi, mais bon, je vais pas m'amuser à le résumer parce que tu le feras mieux que moi ou Anaïs, aussi. Oui, effectivement, on a fait un épisode avec Anaïs, qui est Head of, Data Platform chez Malte. Pour ceux que ça intéresse, c'est l'épisode 159, sur la mise en place de leur assistant IA. Je trouvais ça super intéressant. Pour le coup, ils sont très matures. Je sais que du coup, tu l'as contacté, suite à l'épisode, donc tu peux confirmer, mais très mature sur le sujet. Pour ceux que ça intéresse, allez-y. Écoute, Elisa, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Ça va paraître un peu faux cul, mais je vais dire podcast et MDN, mais je vais donner une explication concrète. En fait, ce qui se passe, c'est que je me posais pas mal de questions sur la partie tooling et aussi sur la partie, comment faire, scaler sur les sujets GenAI et je trouve que c'est toujours, hyper utile de voir ce qui se passe ailleurs. Donc à la fois, je suis allée, utiliser, ton podcast pour avoir des contenus, et les écouter. Mais ensuite, carrément, je me suis pas arrêtée là et je suis allée les contacter sur LinkedIn et c'était hyper intéressant parce qu'il y a déjà beaucoup de contenu dans le podcast, mais en fait, ça te permet de parfois, tu as envie d'éclaircir un petit point qui a pas été mentionné parce que le timing, est le timing et ça m'a été hyper utile. Sur MDN aussi, on se pose pas mal de questions sur notre tooling ML et du coup, je voulais faire un benchmark et c'était super simple de faire un benchmark parce que j'ai, mis un message dans MDN. On m'a répondu et ça a été intéressant pour moi de me rendre compte que d'ailleurs, il y a pas vraiment, de stack magique ML. En tout cas, moi, j'ai pas l'impression que j'en ai eu et ça, c'était hyper utile pour moi pour faire ce travail. Pour se faire des Ouais. convictions, ouais. Super intéressant. Peut-être je rappelle que le MDN, c'est le Modern Data Oui. Network, hein, donc c'est un Slack, qui réunit, je sais pas combien maintenant, peut-être 700, 800, bientôt 1000, leaders data ou voilà, experts data. Donc c'est juste une communauté de partage, c'est super cool. Donc je mettrai, les ressources, en description. Alors je mettrai peut-être pas, le podcast, mais je mettrai l'épisode, tiens, avec, Malte, qui t'a inspiré. Je vais peut-être rebondir, c'est à la fois le contenu, mais aussi, l'utiliser pour faire du réseautage. En fait, on n'y pense pas tout le temps parce qu'on est pris dans nos réus et on se dit: «Mais pourquoi je vais me rajouter une énième réu?» Oui. moi-même et en fait, je pense que se faire cet exercice, alors peut-être pas tout le temps, mais peut-être une fois par mois, franchement, c'est hyper utile. Ouais, ou sur un besoin particulier, tu Ouais. vois? Toi, tu avais un besoin, un peu focus, Gen AI, tu as trouvé, l'épisode, qui était le plus similaire à ton enjeu ou peut-être plusieurs et effectivement, c'est super pertinent et j'ai plein de retours en ce sens, hein. Des gens qui après, pour peut-être aller, creuser un point en particulier ou avoir une réponse à des questions qui soient plus personnalisées parce que moi, dans le cadre du podcast, je suis obligé de faire quelque chose où je me dis: «Il faut que ça reste un peu Hein. standard», donc j'essaie de trouver le juste milieu pour que ça puisse servir au plus grand nombre.
Mais après, c'est sûr que si tu peux avoir la personne en face de toi pendant une demi-heure, ça aura plus de valeur, quoi, vu qu'elle pourra répondre à tes questions, plus spécifiquement. On passe à la suite. Aujourd'hui, je fais une tentative, je teste des nouvelles questions. Je sais pas si je t'avais dit, je crois Ouais. que c'est la première fois qu'on les fait, celles-ci. Est-ce que tu as un moment dont tu as été particulièrement fier en lien avec la data? Un projet, un moment de carrière, dont tu pourrais nous parler? Alors j'y ai réfléchi au début, j'allais parler du fait que, avec notre chatbot interne, on a eu, un prix en interne, qu'on avait beaucoup de retours et en fait, je me suis dit: «Non, par rapport à cet épisode, je vais faire un achievement hyper neuneux». Je vais dire, quand je réfléchis à quand je suis arrivée, et maintenant, la progression des gens est incroyable et en tant que manager, c'est hyper, intéressant. Enfin, je me rappelle, pour certains, dans leur objectif, il y avait, faire un test unitaire. Maintenant, ils vont en faire enfin, c'est leur quotidien, en fait. Pareil avec Docker et même de manière collective. Là, en mob ou en team meeting, on se pose des questions, franchement, il y a 3 mois ou 6 mois, on se serait pas posé parce qu'on n'était pas à ce niveau de maturité et ça, c'est une source, de fierté pour moi. Et est-ce qu'il y a un moment où tu as senti que tu avais eu un déclic et que tu avais progressé, toujours sur le sujet de la data ou sur un sujet de carrière? Je m'en rappelle, c'était, 3-4 ans après que j'ai commencé à travailler. On travaillait sur un dashboard pour de la recommandation, pour, Flow, l'algo de reco de Deezer et je vais voir le head of engineering et je lui dis: «Voilà, je voudrais préparer, en avance, je voudrais savoir la tête des données, quoi. Ça serait quelle tête les données?» Et il me dit, «Mais tu veux qu'elles aient quelle tête?» Et là, waouh, gros déclic. J'étais là: «Mais comment ça on peut demander on peut avoir cet input, nous, en tant qu'utilisateurs data, parce qu'en fait, je pense que dans ma tête, j'étais restée, à l'étudiante qui utilise un dataset Iris, quoi et j'avais pas compris qu'en fait, on avait vraiment notre rôle à jouer et ça a été hyper, fort dans ma carrière, vraiment d'avoir cette vraie compréhension-là. Ça peut paraître, pas grand-chose, mais en fait, c'est hyper, puissant parce qu'en fait, grâce à ça, bah, on a défini ensemble c'était quoi le meilleur format. Donc en fait, tes ETL possiblement elles sont beaucoup plus smooth et puis même s'il y a un problème de data quality, bah, tu sais à qui challenger parce que l'équipe data platform souvent elle les met à disposition, quoi. Donc soit ça peut être un problème d'ETL s'ils ont mis à disposition ils ont fait une modification d'ETL, mais souvent en fait, c'est qu'il y a eu un problème dans la donnée à la base et vraiment d'avoir cette compréhension-là, je pense que en tant que profil data, il y a pas énormément de gens qui l'ont. En tout Mmh. cas, moi, c'est mon impression et pourtant ça peut avoir beaucoup de vertus. Écoute Elisa, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup d'être venue partager ton expérience sur le podcast et nous parler de ce challenge, donc le passage d'une approche data science à une approche machine learning engineering. Dites-nous dans l'audience ce que vous avez pensé de cet épisode. Mettez-nous un petit commentaire. Profitez-en pour vous abonner. Dites-nous aussi ce que vous avez pensé de ces dernières questions. J'essaie de les tourner pour forcer Elisa à nous raconter des anecdotes plus personnelles. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci Elisa. Merci. Pour ceux que ça intéresse, je partage chaque jeudi via la newsletter DataGen un mail avec un zoom sur les éléments clés de l'épisode et la ressource recommandée par l'invité. Il se lit en 3 minutes. Je vous mets le lien pour s'inscrire en description.